Bonjour à vous et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, passionné d'IA évidemment. Cette semaine, le gouvernement du Québec a placé la ville de Québec en alerte rouge, donc retour au confinement plus strict pendant 28 jours. Donc mes co-animateurs et mon invité, évidemment, ils seront tous à distance. Donc, vous l'entendrez ne serait-ce que dans le son de leur voix. Ça reviendra un jour faire de vraies belles discussions comme ça dans nos studios. La première, tiens, je vais présenter mes invités. J'ai l'habitude, pas mes invités, mes collaborateurs, j'ai l'habitude de le faire. La première, pour elle, les règles de droit ne sont que des algorithmes avec quelques mots en latin. Ève est là. Bonjour Ève Gaumont. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, je suis pas certaine que les règles de droit ne sont que des algorithmes, mais on pourra en discuter éventuellement plus tard, d'avoir ce débat-là dans un post-mortem. C'était une provocation de ma part, puis je vois qu'on aurait pu en discuter. Le deuxième, pour lui, donner un coup de pied sur un pneu d'auto autonome, ce n'est pas suffisant avant d'acheter. Il doit ouvrir le capot. David Beauchemin est là aussi. Bonjour David. Bonjour. T'es à Québec? C'est drôle que tu dis ça. En plus, j'ai eu un flat cette semaine, puis il a fallu que je donne des coups de pied sur des pneus, mais il n'était pas automatique par contre. Non, c'est sûr. Bienvenue à vous deux. Aujourd'hui, pour cet épisode d'IA Café, nous recevons aujourd'hui, en fait, vous vous apprêtez à prendre un café. Je l'ai entendu, il vient tout juste de se faire un café. Une autre force montante de la recherche en intelligence artificielle, et j'ai nommé Carl Maria Mørk. Carl Mørk. Bonjour tout le monde. Allô, ça va bien, Carl? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je me permets de te présenter, Carl, parce qu'il faut le faire. Carl Maria Mørk est titulaire d'une maîtrise en psychologie, un doctorat en psychologie communautaire. De façon générale, il s'intéresse au développement responsable des technologies dans la société, en santé, en psychologie. Ses recherches sont orientées vers la création d'outils en éthique de l'intelligence artificielle. Il s'intéresse particulièrement, là je raconte un peu le CV, je l'invente pas tout ça. Il s'intéresse particulièrement à deux domaines sensibles, le domaine des données sensibles en santé, en finance. Ses sujets préférés, la prévention du suicide, le dark web, le big data, l'intelligence artificielle. Est-ce que j'ai oublié des choses, Carl? Non, je pense que tous les buzzwords sont présents, c'est bon. Merci, Carl. Pour nous donner un peu de pep et de petits arcs-en-ciel au cœur de cette pandémie, nous allons aborder aujourd'hui un thème qui vous est cher dans vos recherches, Carl, le suicide. Ça va être joli, ça va être enthousiasmant de parler de tout ça. Non, je ris un peu. C'est un sujet qui est peut-être trop sérieux pour ne pas en rire un peu. Le suicide, comme introduction, j'irais ni plus ni moins qu'avec Albert Camus du mythe de Sisyphe. Tu connais sûrement cette phrase-là, Carl. Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est la question fondamentale de la philosophie. Un sujet fondamental, en fait, le seul sujet fondamental de la philosophie qu'il semble nous dire, et on le combine à l'intelligence artificielle. Je suis un peu jaloux comme chercheur de tout ça, Carl. Comment passe-t-on, comme première question, comment passe-t-on de la psychologie, raconte-nous peut-être ce passage-là, comment passe-t-on de la psychologie communautaire à la prévention au suicide, à l'intelligence artificielle? Comment on atterrit en intelligence artificielle? Comment on fait le pont entre la psychologie, suicide, IA?
Merci pour l'introduction, puis la citation, ça rend un peu humble avant de commencer à parler. Donc c'est un départ facile. Pour ma part, en fait, je suis à la base, comme tu l'as dit, j'ai une maîtrise en psychologie clinique et je me destinais à être psychologue clinicien en France. Et j'étais toujours intéressé par l'utilisation des technologies. Donc j'ai toujours essayé de combiner mes deux intérêts. C'était l'émergence de nouvelles technologies, puis ma question, c'était comment est-ce qu'on peut les utiliser et les utiliser de façon utile, efficace, en santé, dans l'accompagnement, dans différentes facettes en fait. Et un de mes premiers emplois juste après mon diplôme, ça a été de travailler pour une autorité française qui s'occupait un peu de superviser, de regarder tous les marchés des jeux d'argent en ligne en France. Et on va me dire, le lien peut paraître assez lointain, mais en fait, ce qu'on avait comme mission, et je travaillais pour une chercheuse, notamment Ingrid Gileso, qui travaille pour une agence de santé publique aussi, c'était essayer de regarder, est-ce qu'on peut, à partir des données de jeux collectées en temps réel, observer des patrons, des schémas de comportement? Est-ce qu'on pourrait essayer de voir si les personnes à risque d'être des joueurs d'argent pathologiques, on peut les trouver? Est-ce qu'on y arrive? On avait des modèles, on s'est pas porté jusque à un modèle parfaitement fonctionnel pour nous. Moi, je suis parti avant aussi au Québec, avant que le projet continue. Mais il y a clairement, du point de vue statistique et du point de vue scientifique, beaucoup d'articles et de données qui nous permettaient peut-être d'isoler certains comportements de jeu, l'heure à laquelle vous jouez, l'intensité, la fréquence, le nombre de la somme d'argent que vous mettez. Mais tout ça, c'est des indicateurs, ça donne pas un diagnostic, mais c'était des indicateurs. Et le gouvernement français voulait les utiliser pour regarder, est-ce qu'on peut peut-être essayer d'anticiper quelque chose qui pourrait arriver à ces personnes, puis est-ce qu'on peut aussi tenir responsables les sociétés si jamais elles avaient poussé des personnes à jouer plus que de raison et à se mettre en danger. Mais là, on n'est pas encore en AI, excuse-moi, Carl. Donc, c'était des outils, quel genre d'outils qu'on utilisait à l'époque pour identifier ces gamblers-là, ces personnes qui ont des problèmes de jeu? C'était des outils, ça ressemblait à quoi? Il n'y avait pas d'AI là-dedans? C'était justement mon introduction à tout ça. En fait, c'était la préhistoire de la technologie il y a 10 ans. C'était le début du big data et des données massives. Et je me suis rendu compte à ce moment-là d'enjeux d'éthique des technologies, d'enjeux légaux, d'enjeux sociaux qui continuent aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et donc, quand je me suis intéressé à ce domaine-là, en fait, j'ai été confronté au fait qu'on avait des jeux de données massives d'ampleur publique avec énormément de population dedans. Et la question qui s'est posée, c'était est-ce qu'on a le droit de le faire? Comment est-ce qu'on doit le faire? Quelles sont les limites qu'on doit poser? Et tout ça m'a laissé beaucoup de questions un peu dans l'air. Et je me disais, j'avais pas de moyen d'y répondre. À l'époque, il n'y avait pas de cadre aussi strict du point de vue légal en Europe. Il manquait un peu d'informations et de pièces. Donc, je me suis dit, j'ai envie d'essayer de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser les données massives pour aider des personnes, mais aussi de se poser la question, quelles sont les limites qu'on doit poser? Et le sujet du suicide s'est un peu présenté assez naturellement parce que beaucoup des personnes qui étaient les plus à risque, parfois, une justification pour intervenir et pour essayer de savoir qui était derrière ces données anonymes, c'était est-ce que la personne est à risque pour sa propre vie? Et je me suis dit, dans ce cas très tendu, il y a un risque pour une vie humaine. Quels sont les enjeux éthiques qu'on doit regarder? Quelles sont les limites qu'on doit poser? Donc tout ça, ça m'a questionné. Je suis venu au Québec parce que la psychologie est très poussée du point de vue dans la francophonie, de très haut niveau, et aussi les technologies. Il y a une sorte de bulle technologique au Québec et à Montréal, et la combinaison des deux, c'était parfait pour moi. Passionnant d'entendre ça. Donc, au Québec, parce qu'au Québec, il y aurait cette bulle-là qui permettrait de, toi, te déployer comme futur chercheur, étudier le suicide, étudier comment on peut utiliser les tonnes de données. Le big data, c'est un peu ça. Les tonnes de données, essayer d'intervenir pour empêcher d'abord sur ceux qui ont des problèmes de jeu, éventuellement essayer d'intervenir sur ceux et celles qui ont les plus grands problèmes de jeu, qui pourraient en venir même jusqu'au suicide.
En ce moment, en intelligence artificielle, à quoi ça peut ressembler lorsqu'on met l'intelligence artificielle au service de ces intentions-là? À quoi ça peut ressembler? Une application pratique, là. Essayons d'être concret, là. Sautons sur le terrain. À quoi ça peut ressembler? Absolument. Un des premiers enjeux et utilisations que moi j'ai vu, parce que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet des données massives en prévention du suicide il y a 7 ans, rapidement les techniques d'analyse qui se sont développées et qui ont ensuite été appelées ou mis sous le chapeau intelligence artificielle, c'était beaucoup dans le domaine de l'intervention. On se disait, on peut peut-être utiliser toutes ces données et ces technologies pour mieux prédire plus vite, intervenir plus vite. Et un des exemples récents que je peux te donner et vous donner, c'est notamment Facebook, qui a par exemple décidé d'essayer de repérer des individus potentiellement suicidaires sur son réseau et d'essayer de les mettre en contact avec des associations d'aide. Et c'était sur le territoire américain. Mais il faisait ça, il faisait ça dans un contexte de recherche sur Facebook ou c'était juste comme ça, on fait de l'expérimentation sociale sur le terrain. Comment ça fonctionne? Je pense qu'ils se sont rendus compte et on a tous entendu beaucoup de cas de personnes qui s'étaient donné la mort dans les dernières années et que ça a été soit très médiatisé sur les réseaux sociaux, soit eux-mêmes avaient mis des mots ou des dernières pensées ou des choses sur les réseaux. Et c'est une publicité très négative au sens strict et c'est aussi quelque chose qui impacte durablement des personnes sur ces réseaux et qui en plus impacte durablement aussi la réputation de ces réseaux de dire on laisse ces choses se faire. Donc je pense qu'ils ont essayé très rapidement d'essayer de prévenir ces risques-là en se disant on veut être proactif plutôt que de voir tout ça se passer sans qu'on fasse rien. De bonnes intentions, là, avec les meilleures intentions au monde. Là. Et je pense qu'il y avait des bonnes intentions de santé et des intentions aussi de relations publiques parce que oui. Ça va de la réputation et de la sécurité et inspirer la confiance. On sait que c'est un gros enjeu pour Facebook, si ce n'est pas un défi quasi impossible en ce moment. Donc l'enjeu, ça a été vraiment de se poser la question, comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces informations? Et ce projet-là, en tout cas, a montré que dans le champ de la santé et de la prévention du suicide, il fallait faire avec des acteurs qui sont pas traditionnels pour le milieu de la santé, c'est-à-dire des acteurs privés, des réseaux sociaux, des startups. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et je trouve que cet exemple que je vous donne, pour moi, il illustre assez bien l'évolution de la profession, où on n'a pas que des professionnels de santé, des chercheurs, des patients, un cadre très strict ou des lignes d'écoute. On se retrouve aujourd'hui avec des sociétés, des réseaux sociaux ou d'autres formes de données, de sources de données qui pourraient nous renseigner. J'ai trouvé que c'était un exemple pour moi qui continue d'être très pertinent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Facebook, c'en est un. Je pense que c'est un bel exemple. Il est évident, il est fort. Est-ce que le GAFA, le reste du GAFA est impliqué dans d'autres projets de la sorte ou c'est plus humble? Il y a quelques années, Google et Twitter ont décidé d'essayer de mettre en place des mécanismes pour faire une sorte de modération automatisée et signaler des contenus potentiellement en lien avec le suicide et d'essayer d'accélérer un peu leur prise en compte d'un contenu potentiellement à risque. Mais il y a plein d'autres exemples historiques un peu pour la prévention du suicide ou la santé. Il y a notamment un projet qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années qui s'appelait le Durkheim Project, qui était un projet lié à DARPA, donc le ministère de la Défense, puis aussi les vétérans aux États-Unis. Et c'était aussi lié à l'université Dartmouth. Et cette université et ce projet Durkheim. C'est un projet militaire? C'était un projet lié aux vétérans. OK. Et ce projet-là, qui était dirigé par Chris Poulin à l'époque, leur but, c'était d'essayer de repérer, à partir des échanges avec les vétérans, à partir de leurs données cliniques, à partir de leur utilisation des réseaux sociaux, le risque potentiel les concernant. Et on sait que les vétérans sont une population extrêmement à risque aux États-Unis. Et donc, ce projet avait une justification assez naturelle. Ça serait important de faire quelque chose pour eux. Et donc, dans ce cas, eux avaient été les pionniers un peu de façon médiatisée. Disons qu'il y en avait d'autres aussi, mais où ils ont été assez transparents et beaucoup publicisés leur méthode d'analyse très poussée, leur volume de données assez inédit en prévention du suicide. Et donc, ce projet Durkheim, c'est un autre exemple où on voit qu'il faut
aujourd'hui prendre en compte le fait qu'il y a des universités qui vont travailler avec des sociétés technologiques et avec des professionnels de santé. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs en jeu. Et c'est un autre exemple qui, pour moi, illustre une des évolutions actuelles. Puis à la fin, vas-y, Ève. Ouais, non, vas-y, en fait, Jean-François. J'allais retourner un petit peu en arrière, mais je pense que juste si tu es si tu poursuis sur la lancée, vas-y. OK. Donc, toutes sortes d'outils pour, je dirais, on les met en place pour intervenir, du moins c'est ce que je comprends, intervenir, prévenir, réduire le nombre de suicides. Est-ce qu'on le fait avec d'autres intentions? C'est quoi les autres? Là, on le voit, c'est quelque chose d'assez quasiment clinique. Là, on essaie d'agir sur les individus, prévenir un suicide. Est-ce qu'il y a d'autres intentions derrière ça, là, bien intentionnées, évidemment? Absolument. Puis c'est un lien que je peux faire aussi avec plus directement l'intelligence artificielle. On a beaucoup de données, on savait pas très bien quoi en faire, on n'avait pas toujours les moyens pour les analyser. Et tout le champ de l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine en particulier, sont venus comme des moyens assez espérés et attendus pour essayer de faire du sens et d'aider en fait les intervenants, les autorités de santé, pour essayer d'utiliser ce qu'ils auraient appelé un peu un matériau inexploité, un moyen inutilisé par le passé, ou qui n'existait même pas. Donc, dans les autres utilisations qu'on trouve qui sont en lien avec ce que je viens de dire, il y a notamment des projets un peu plus épidémiologiques. Essayer de regarder au niveau d'une santé d'une population générale, comme au Canada, est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir un sorte de baromètre de l'état de santé, par exemple de santé mentale d'une population? Et c'est notamment un projet, je crois, qui a été proposé par le CIFAR, donc cette institution ou organisation canadienne qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui ont notamment proposé, c'est ça, de faire et d'accompagner des projets qui pourraient essayer d'utiliser les données des réseaux sociaux pour donner une forme de baromètre en temps réel un peu de l'état de santé en période de pandémie. Donc on voit que ça serait un état de santé national, comparer l'état de santé mental des nations, les comparer entre elles, c'est ça? Ça serait uniquement pour le Canada au moins. Okay, c'est-à-dire, est-ce que ces données de réseaux sociaux pourraient pas nous aider à mieux comprendre? Et les données de réseaux sociaux sont vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup les États. Et on le voit au Canada, il y a eu un autre projet qui est passé par l'Agence de santé publique il y a quelques années, qui proposait d'utiliser entre autres Twitter pour essayer de regarder est-ce qu'on serait capable d'avoir une forme un peu d'indicateur en temps réel des risques potentiels pour certains individus, mais aussi d'avoir une sorte de retour, un peu de feedback sur, de façon générale, dans la santé, dans la population canadienne. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de suicide? Sous quelle forme? Et donc, ça, c'est une des autres tendances que j'appellerais plus infodémiologique, pour dire un terme barbare, mais comment est-ce qu'on peut utiliser ce volume d'informations à des fins épidémiologiques? C'est intéressant. Ça fait en plus des liens avec l'actualité, donc la santé mentale comme on suit la santé mentale comme on suit la COVID, essayer de voir comment tout ça grandit, ça réduit, comment on peut intervenir, comment on peut prévenir. C'est enthousiasme. Vas-y, Ève. Oui. Ouais, là, je vais y aller. Mais d'un point de vue, tout à l'heure, tu parlais de relations publiques, là, que Facebook s'intéresserait à prévenir le suicide pour une question de relations publiques, mais est-ce que ça pourrait pas avoir une forme de contre-coup? Est-ce que ça passe bien dans la société? Est-ce que c'est bien accepté, le fait d'utiliser des données qui ne servaient pas du tout à ça initialement? Moi, quand je poste sur Facebook, je le fais pas nécessairement dans une optique de savoir si ma vie si je vais me suicider, mentale va bien, oui. Si ma santé mentale est correcte. Est-ce que la recherche est très intéressée par ces données-là, mais est-ce que ça ne peut pas entraîner une forme de crainte un peu? Puis ça me dérange de citer ça, mais un peu Big Brother quand même. Absolument. Puis récemment, dans le cadre de mon travail pour le laboratoire Algoralab à l'UDM et au MILA, et pour l'Obvia aussi, l'Observatoire international sur les impacts de l'IA et du numérique, j'ai travaillé sur un projet qui consistait à regarder quelles sont les utilisations actuelles de l'IA pour des fins de santé mentale en période de pandémie. Comment est-ce que l'IA est utilisée? Et je suis tombé sur un document du gouvernement du Canada qui disait et qui rappelait il y a 2 ans qu'il y avait eu un projet qui proposait d'utiliser les données
de réseaux sociaux de façon large à des fins de santé publique. Et ils citaient le fait qu'ils avaient interrogé une partie de la population qui aurait pu être concernée, et les personnes avaient dit qu'ils n'étaient pas en confiance et que c'était pas nécessairement quelque chose qui voulait à 100%. Et on a vu que toutes ces questions se sont posées sur d'autres sujets avec les applications récentes en période de pandémie. On se pose vraiment la question de l'acceptabilité des technologies qu'on utilise et en santé en particulier. Et la question que tu as nommée du Big Brother, pour moi, elle est très intéressante, puis c'est ce qui m'a vraiment fait faire un passage complet vers l'éthique de l'IA. C'était l'idée de me dire, en fait, il y a des fois des mécanismes de santé ou des mécanismes de santé publique qu'on utilise en prévention du suicide ou en santé mentale, en psychologie, qui s'apparentent à des formes de surveillance. Et ces formes de surveillance-là, qu'on pourrait appeler surveillance algorithmique si on est plus du côté étude critique des médias, ou simplement surveillance informatique, c'est des mécanismes qu'on identifie bien dans plein d'autres domaines. Et en santé, parfois, c'est pas qu'on les met sous le tapis, mais on n'identifie pas nécessairement que ce qu'on fait pourrait utiliser des technologies ou des méthodes qui sont assez décriées du point de vue social. Et comme on n'est pas vraiment formé sur les risques inhérents aux technologies ou les impacts sociaux possibles des technologies qu'on utilise, parce qu'elles représentent beaucoup d'espoir pour nous, il y a le risque qu'on utilise des technologies à mauvais escient ou peut-être pas de la bonne façon, ou peut-être les utiliser quand c'est même pas voulu par la population qu'on veut aider. Justement, là, à mauvais escient, tu as sûrement eu le temps maintenant de voir un peu, de faire une recension des principales craintes, c'est quoi les principaux problèmes habituellement, surtout dans le domaine du suicide. J'imagine qu'il y a une recension des principaux problèmes, craintes. Ça ressemble à quoi? La surveillance, c'en est une, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Quand on vient de la santé, puis c'est des enjeux qui sont déjà très bien identifiés dans nos cadres de référence. Et puis il y a un article que j'ai lu récemment, que je cite assez souvent, mais que j'ai beaucoup aimé, de Brent Mittelstadt, qui comparait un peu les enjeux spécifiques à la santé versus les enjeux spécifiques en éthique de l'IA du point de vue des sciences informatiques. Et il disait, en santé, on a plein d'enjeux qui sont déjà très bien identifiés. Mais avec l'IA, il y a forcément de nouvelles choses qui se posent. Et parfois, il y en a qui sont un peu dans les deux, entre les deux. Et la confidentialité, la protection des données, aussi le droit à l'oubli. Tout ça, c'est des questions pour moi sur qu'est-ce qui sont fait de nos données, comment elles sont utilisées, par qui, comment, pour combien de temps. Quand on parle de santé et de santé mentale, c'est vraiment, pour moi, fondamental. Un enjeu qui, pour moi, est vraiment très important, c'est que souvent, ces données-là sont utilisées sur la base de données ou de modèles expérimentaux, et on se dit, ça fonctionne super bien, donc on va les appliquer à large échelle, sans nécessairement ni évaluer si c'est bon pour toutes les populations, si ça va marcher pour tout le monde. Par exemple, est-ce que l'expression d'une détresse psychologique est la même en Chine et au Canada? Est-ce que l'expression d'une détresse psychologique est la même en France, en Belgique, en Argentine? Il y a peut-être des variantes culturelles et des modèles différents. Et ce que j'ai beaucoup vu pour moi, c'était que on est à la recherche souvent de modèles prédictifs universels qui fonctionneraient bien. Et personne ne met en doute le fait qu'il y a des déterminants, des choses qui vont peut-être se retrouver partout. Mais on est quand même à la recherche de modèles qui pourraient fonctionner partout, pour tout le monde, utiliser toutes ces données sans nécessairement se questionner sur leur qualité, sur est-ce qu'on peut généraliser à partir de ces informations. Donc pour moi, le risque qu'on a notamment, c'est de faire des erreurs. Est-ce qu'on fait des erreurs de prédiction? Et personne n'a mesuré qu'est-ce que ça fait comme impact de se faire dire qu'on a un risque suicidaire alors qu'on ne l'a pas. Et donc les faux positifs, pour moi, c'est un autre enjeu qui n'est pas spécifique à la santé mentale et à la prévention du suicide, mais qui est vraiment réel avec des conséquences. Est-ce que ça pourrait même aller jusqu'à être une prophétie autoréalisatrice, là, si on me dit que je vais me suicider? Oh non, c'est pertinent de le rappeler. J'imagine que comme le débat qu'on a eu autour l'année passée, c'était quoi la série 13 Reasons Why, c'est tout ça? Exactement, oui. Il y a toujours ce débat-là dès qu'on parle du suicide, que ce soit le passer à la télé, observer sur Facebook. J'imagine que c'est toujours ça. Est-ce que le simple fait d'invoquer le terme suicide peut générer un suicide? Là? On connaît depuis le 18e siècle, 19e siècle, un effet qui s'appelle l'effet Werther. Et l'effet Werther, c'est plus on parle et publicise les méthodes de suicide,
plus il y a de risques que des personnes dans la population soit imitent ou agissent dans ce sens. Et donc ça marche aussi bien pour Internet, où on a vu après le décès et la mort de personnes connues. On peut citer Robin Williams, on peut citer aussi les personnes connues, célèbres, qui se sont donné la mort et dont les moyens de se donner la mort ont été publicisés. Il y a pu y avoir des cas en augmentation à peu près similaires. Donc il y a une vraie responsabilité. Et alors pour la prophétie autoréalisatrice, on sait que si on reçoit des publicités pour acheter toujours la même chose, on n'est peut-être pas obligé de le faire. Et parfois, on va le faire en se rendant pas nécessairement compte des influences qu'on a eues, ou pour le vote. Et pour la santé mentale, j'ai pas vu d'études pour ma part, mais c'est peut-être par manque de connaissances sur l'impact de recevoir plein de publicités ciblées sur les lignes de prévention du suicide. Mais en effet, on peut se dire que c'est quand même une donnée non négligeable. Enfin, c'est important et c'est pas neutre. Et je me pose la question un peu dans le sens que toi tu te la poses aussi. Ben, c'est préoccupant, ne serait-ce que pour nous. En ce moment, on parle du suicide, on réfléchit au suicide de l'intelligence artificielle. Donc, selon cet effet-là, et nous aussi, on aurait une influence. Ça dépend de notre audimat aussi. Je ne suis pas sûr qu'on va aller chercher beaucoup d'écoute, mais ça aussi, ça a une influence à force d'entendre parler de tout ça. Ça pourrait contribuer à ces idées noires. Je voulais préciser, parler du suicide, aussi bien en intervention, ne va pas influencer ou générer, et c'est pas parce qu'on parle de suicide qu'on va créer un problème, mais il y a des façons d'en parler, des façons de le montrer qui sont très documentées comme étant nocives, ou en tout cas influant directement sur les taux et sur les méthodes utilisées. Donc si on parle du suicide d'une façon proactive ou dans un but d'aider, l'impact est positif, mais l'inverse est vrai aussi. Le suicide en tant que tel serait un sujet de podcast. En fait, j'aimerais en parler pendant des heures avec toi. Carl, on va revenir avec les applications AI de prévention du suicide. Tu as travaillé sur le Canada Protocol. Donc, j'ai lu l'article. C'est un article qui était publié dans Artificial Intelligence in Medicine, si je ne me trompe pas, où tu abordais c'est listé comme étant une espèce de checklist, je dirais une liste de principes éthiques là, qui doivent être respectés lorsqu'une compagnie, si je comprends bien, Carl, lorsqu'une compagnie tente de développer une AI dans ce domaine-là, là, dans le domaine de la prévention du suicide. Tu as préparé, en fait recensé, je pense, à travers, je ne me rappelle pas le nombre d'articles que tu es allé éplucher, mais il y avait une recherche systématique assez impressionnante pour aller voir c'est quoi les meilleures pratiques lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, de prévention du suicide et d'éthique. C'est quoi les critères auxquels on doit penser? Une espèce de guide de bonne pratique. Là, je ne pense pas que ça se veut contraignant ou normatif. Là. C'est plus de rappeler à ceux et celles qui veulent développer ces applications-là. Il faudrait passer à travers quelques critères. Puis voici les critères. Donc, tu en avais identifié, si je ne me trompe pas, c'est 43 principes ou balises éthiques là, auxquels les développeurs doivent penser. Puis, nous allons passer ensemble les 43... Non, c'est pas vrai, on le fera pas, mais je me contenterai peut-être de te demander, c'est quoi peut-être revenir peut-être sur le contexte, pourquoi produire ça? Donc, est-ce que c'était une demande? C'est simplement par intérêt pour éventuellement publier tout ça, comprendre, c'était peut-être l'intention. Puis éventuellement, c'est quoi les principaux critères, là, dont peut-être les principales catégories, ne serait-ce que les principales catégories avec quelques exemples? En fait, l'outil est né d'un besoin personnel. C'était, je vois des technologies utilisées, mais je suis incapable de dire c'est quoi les risques associés à ça, du point de vue éthique, du point de vue social. Et j'étais à Montréal, donc venu faire une thèse de doctorat, et je me posais la question de quelle forme ça devrait prendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas un outil pratique pour essayer de créer un pont entre les professionnels de santé ultra spécialisés ou avec des compétences très précises, et les professionnels du monde technologique, et aussi ceux qui sont du côté de l'éthique et de la réflexion sur c'est quoi les enjeux et les risques qu'il faut avoir en tête avant de les utiliser. Et je voyais pas qu'il existait de pont
évident. Il y avait de la littérature, il y avait quelques articles, mais pas grand-chose. Donc, je me suis posé la question de concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et j'avais suivi à ce moment-là plusieurs cours, notamment un peu en études critiques des médias, qui parlaient de la surveillance algorithmique, qui parlaient du big data, qui parlaient des débuts de l'intelligence artificielle avec un regard un peu critique. Et je me suis dit, en fait, pour tout ce que je voyais comme connaissance que moi, j'avais pas eu comme professionnel de santé dans mon parcours académique, je me disais, mais en fait, j'aimerais vraiment essayer de trouver un moyen de les unir et de les faire réunir pour essayer que des personnes ou des développeurs, c'est le terme que j'avais au sens de l'Union européenne, c'est toutes les personnes impliquées dans le cycle de vie d'un projet en intelligence artificielle, eh bien, puissent, quand ils pensent à la santé ou l'appliquer à la santé, et la santé mentale en particulier, être conscient de c'est quoi les principaux risques. Et donc, pour ça, j'y suis allé de façon assez méthodique en me disant, je vais regarder la littérature qui existe à l'époque et regarder c'est quoi les principaux enjeux qui ressortent, c'est quoi tous les risques qu'on peut avoir quand on a un projet en IA et en données massives, en santé mentale et en prévention du suicide. Donc, je suis allé chercher du côté de plusieurs domaines un peu et j'ai pris une forme que les professionnels de santé connaissent et détestent. Ils ont une relation d'amour-haine, mais c'est les checklists. Parce qu'une checklist, c'est très pratique pour une raison, c'est que quand on est dans un domaine très procédurier comme la santé ou un hôpital, c'est bien de s'assurer qu'on est passé au travers de pas mal d'informations. C'est sûr. Mais je suis pas procédurier, je suis pas inspecteur. Donc, le but, c'était plus de dire, au moins, de faire une sorte de checklist mentale de est-ce que je suis passé au travers d'une liste qui me garantit que j'ai essayé de penser au moins à pas mal de sujets importants. Et les questions que je pose, donc c'est 43 questions réparties en 5 thèmes différents, c'était celui de dire, on va essayer de couvrir le plus des enjeux possibles, mais on va le faire en te posant la question de est-ce que tu as cette information à disposition? Et si tu ne l'as pas, j'essaie de transformer aussi l'item et la question sous une forme de suggestion, une suggestion de piste d'action. Okay. Le but, c'était pas de se dire je te pose juste une question à laquelle tu vas peut-être passer un certain temps dans une exploration philosophique ou éthique et tu vas pas savoir quoi faire. Et je voulais, pour un domaine assez pragmatique aussi, te donner des pistes d'action concrètes. Ok, par exemple, les tierces parties. Tu me demandais un peu des exemples concrets. Ouais. Quelque chose que je trouve fascinant, c'est les tierces parties. C'est quelque chose qu'on sous-estime énormément en santé. On se dit toujours le parcours est fléché, les données de santé, ça va du patient au professionnel, du patient au chercheur. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on génère beaucoup de données qui sont sur nos applications mobiles, sur beaucoup de choses, et qui sont utilisées et revendues et exploitées par des tierces parties un peu partout. Ouais, qui va utiliser ces données-là, c'est ça là? Exactement. Et donc là, l'item, par exemple, que je propose de la tierce partie, c'est de te dire, est-ce que tu as pensé, c'est qui va accéder aux données? Est-ce qu'il y a des tierces parties? Ça peut être des sociétés technologiques, ça peut être des analystes ou des consultants extérieurs. Mais est-ce que tu es en mesure de le documenter? Et si tu ne l'as pas fait, écris-le au moins, sois capable de le restituer. Et l'idée et le principe sous-jacent, c'est aussi celui de la transparence. D'essayer de sous-entendre l'idée que quand tu fais un projet hautement technologique, c'est important d'avoir une transparence dans l'utilisation de tes données, ta gouvernance de données, et avec l'idée qu'il y a une responsabilité morale et professionnelle derrière aussi. Donc, identifier les parties prenantes, transparence. Est-ce qu'il y en a d'autres sur ma checklist? Là, moi, là, j'ai mon application là, prête à développer sur la prévention du suicide. C'est quoi les autres critères? Là? On ne les passera pas les 43, mais c'est lesquelles les questions qu'il faut que je me pose? J'ai une démarche un peu en entonnoir où en fait, je pose les premières questions qui touchent pas que la santé mentale et la prévention du suicide. Pour moi, c'est celle déjà de qui est impliqué dans le projet, qui finance le projet. Essayer de donner de donner des éléments de réponse à si moi j'ai envie de savoir qui est derrière ce projet. Tu dis que c'est par exemple, on voit énormément d'applications mobiles ou de projets en IA, notamment du point de vue privé et parfois aussi public, mais qui disent on est très efficace ou on est le plus efficace ou on peut prédire avec un taux de prédiction extrêmement élevé. Et il y a une forme de prétention scientifique de dire on est vraiment capable de pouvoir aider ou de bien détecter ou de bien prédire. Et j'aime bien prendre au mot, je trouve que c'est une stratégie qui fonctionne assez bien. Tu dis, OK, si j'écoute vraiment ce que tu dis, montre-moi qui sont les personnes impliquées à bord. S'il y a des scientifiques, nomme-les. S'il y a des institutions derrière, nomme-les. Si jamais tu manipules des données de santé,
et bien sois aussi en mesure de me dire qui sont les professionnels ou quel type de professionnels tu as embarqué à bord. Et en psycho, il y a beaucoup de gens qui peuvent intervenir, des gens qui ont des formations de base au niveau baccalauréat, des personnes qui vont avoir des doctorats, des gens qui sont plus du côté de l'éducation spécialisée, du travail social. En fait, il y a tellement d'acteurs possibles que à ce niveau-là, je disais, si tu dis qu'il y a t'es dans une application de santé, sois plus transparent sur comment tu peux prétendre que c'est une application de santé ou un système de santé et qui sont derrière tout ça en fait. Très intéressant. Donc, il y en a plusieurs, là, des critères. C'est sûr qu'on on les passera pas, les 43, mais moi, j'avais noté, bon, évidemment, est-ce que la compagnie en question là, qui essaie de développer son application, est-ce qu'elle a obtenu un consentement libre et éclairé? Là? Celui-là, il est assez classique. Est-ce qu'il y a des mesures de protection de la vie privée, sécurité, ce genre de choses-là? On retrouve ça aussi, j'imagine? Je pense que vous avez tous les trois entendu parler de l'étude de 2014 de Facebook où ils avaient fait une analyse sur si on change le nombre de messages positifs ou négatifs qui apparaissent sur ton mur Facebook, est-ce que ça va avoir un impact sur toi-même, ta production de contenu positif ou négatif sur le réseau? Oui, ça c'est sûr. Et surprise, en effet, c'était une immense surprise pour tout le monde. Oui, il y avait un impact. Et l'autre surprise qui était moins une surprise voulu par les chercheurs, qui étaient des chercheurs, je crois, de Stanford en association avec Facebook. Ils avaient oublié de préciser et de demander le consentement explicite des personnes qui avaient fait l'objet de cette expérimentation sociale. Et donc, moi-même, en voyant ça à l'époque, je me suis dit, eh bien, on va vite intégrer tout ça là-dedans, parce que j'ai trouvé fascinant, en fait, l'idée qu'il y avait des choses qui se faisaient en psychologie, en santé mentale, sans aucune forme de consentement. Quand on est en recherche, on a un comité éthique derrière nous. Mais quand on est du point de vue privé, comme Facebook en l'occurrence en 2014, il y avait personne pour leur dire, écoutez, vous devriez obtenir un consentement libre et éclairé de toutes les personnes. Et ça avait fait énormément de bruit à l'époque. Et donc l'idée de consentement, 2014, ça semble loin, mais on est encore loin. Et même s'il y a des cadres réglementaires plus précis, on voit que on prend ça pour un acquis. Tu produis des données, bon, elles vont être exploitées, mais on va pas nécessairement te demander ton avis. Donc moi, je dis au moins, faites attention à ça. Assurez-vous, notamment le consentement des mineurs encore plus. C'est intéressant. Vas-y, Ève, tu avais une question? Oui, en fait, ma question, c'est que si je ne me trompe pas, tu as aussi fait ce genre de checklist-là pour le contexte particulier de la pandémie. Est-ce qu'il y a des facteurs qui, surprenamment, n'étaient pas dans ta première liste qui sont apparus? Est-ce que tu as des surprises en comparant le cas général pour des checklists pour développeurs en santé mentale, règle générale, versus les applications IA santé mentale en contexte de pandémie? Pour le contexte de la pandémie, pour ce que j'avais fait donc pour l'Observatoire international sur les impacts de l'IA et du numérique, c'était essayer de regarder comment est-ce qu'on pourrait trouver des petits cas d'usage. Donc, j'ai créé 4 scénarios pour les développeurs en essayant de leur montrer 4 utilisations possibles de l'IA en contexte de santé mentale, inspirées d'utilisations réelles, et de leur montrer, OK, voici les enjeux que tu pourrais peut-être identifier là-dedans, et voici les risques. Et un des enjeux pour moi qui est ressorti, que je n'avais pas nécessairement mis autant dans mon protocole canadien, c'était en effet l'idée que il y a des enjeux légaux très importants aujourd'hui qui se sont complexifiés. Et quand on parle d'éthique, beaucoup de gens vont dire je suis dans la légalité, donc je suis éthique. Et pour moi, par exemple, avec le RGPD, avec des contextes légaux qui se sont développés, c'est une réponse qu'on entend souvent. Et je suis en train de me poser la question de justement faire évoluer ça, de dire bon, il faut vraiment séparer. Il y a ce qui va être du côté légal et ce qui va être du côté éthique, qui va s'intéresser aux zones grises, qui va s'intéresser à des choses légales, mais pas que. Et donc, pour moi, notamment en période de pandémie où il y a des décisions qui doivent être prises très vite par des gouvernements, des comités éthiques, avec des technologies dont on maîtrise déjà pas tous les tenants et les aboutissants, pour moi, ce qui est fascinant, c'est de me dire où est-ce que tu places le curseur éthique, le curseur légal, et c'est encore difficile d'y répondre très clairement parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là. Oui, il y a du progrès à faire. C'est intéressant de voir aussi la distinction entre éthique puis droit là, qui revient encore pour Aristote, là, la différence entre le droit puis l'éthique. Là, les règles, les lois pour Aristote, là, c'était
C'était lui, il y avait une conception assez... c'était la frange minimale, là, c'est ce qui nous séparait, ce qui séparait les hommes des barbares. Là. C'est-à-dire que si on se promène juste sur cette ligne minimale-là, ça se peut que des fois, on tombe dans les barbares, alors que pour lui, le but, c'était plus de plaider des idéaux, des principes, comme les principes qui ont été mentionnés dans la grille en question, le checklist. Le but, c'est d'essayer d'atteindre ces idéaux-là et non pas de se promener au ras des pâquerettes puis juste essayer d'être légal. Là, pour lui, ce serait très insuffisant de se contenter de si peu. Là. Mais depuis, je dirais, pour aller dans ton sens, puis aussi par rapport à ta question, Eve, mais on voit que, en effet, essayer de regarder c'est quoi la différence entre éthique et légalité, ça nous montre aussi que parler d'éthique aujourd'hui de l'IA, c'est extrêmement complexe parce qu'on touche à tellement de sujets différents et c'est un enjeu que j'ai rencontré pour le protocole canadien qui est bien identifié dans l'éthique des technologies. Il y a plein d'auteurs qui disent parler d'éthique aujourd'hui, c'est parler de cybersécurité, de vie privée, d'enjeux moraux, de questionnements philosophiques, mais c'est aussi des processus pratiques, techniques de gestion de données, par exemple. Et donc, ce que je trouve complexe et ce que l'exemple récent de la pandémie m'a montré, c'est la variété de compétences qu'il faut avoir pour parfaitement maîtriser et comprendre les enjeux éthiques associés à un projet. Ça dépasse vraiment tout entendement. Donc, notamment pour avec Algora Lab, je travaille avec deux chercheuses, Émilie Dion et Barbara Decelle et aussi Jonathan Abitbol. On a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait outiller les comités éthiques, notamment au Québec, pour essayer de les aider à avoir des moyens concrets, pratiques, de pouvoir identifier les enjeux. Parce que eux sont parfaitement formés en éthique de la recherche, mais parfois, ce qui manque, c'est l'éthique des technologies ou l'éthique de l'IA. Et donc, on voit que même des gens ultra spécialisés qui sont au sommet de la chaîne alimentaire éthique, eux-mêmes peuvent signaler et dire peut-être qu'on manque d'outils ou de choses encore là-dessus. Et je trouve que c'est une leçon d'humilité un peu, parce que qui mieux que eux sont parfois préparés pour pouvoir comprendre les risques derrière des projets. Et si eux-mêmes disent il nous faut des expertises en plus, il nous faut des compétences en plus, des formations en plus. Je trouve que pour moi, ça a été une leçon des derniers mois très importante. C'est vrai qu'ils sont au cœur de la réflexion éthique, surtout, en fait, plus la dimension de recherche, je dirais, les comités d'éthique. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de ce qui se passe avec Facebook puis tout ça. Il me semble qu'il y a un déséquilibre entre les GAFA, l'utilisation des données sans trop demander un consentement libre et éclairé, puis toutes les contraintes auxquelles nous sommes assujettis en recherche. Là. Donc, il y a un déséquilibre là, il me semble, entre les compagnies privées puis la recherche qui, elle, il me semble, est beaucoup plus surveillée. En tout cas, les chercheurs s'en plaignent d'ailleurs du rôle parfois un peu contraignant des comités d'éthique, des règles, tout ça. Alors que le privé, on le voit, là, parfois on se bade pas trop dans les fleurs du tapis. Là. Est-ce que je peux vous poser à vous une question? Parce que quelque chose qui se pose souvent, c'est on nous dit qu'est-ce que vous pensez des certifications éthiques et qu'est-ce que vous pensez des comités éthiques dans les entreprises? Et pour moi, par exemple, notamment sur les entreprises qui font ou qui touchent à la santé comme Facebook maintenant ou beaucoup, la question d'avoir un comité éthique à l'intérieur pour juger, j'ai des opinions partagées ou j'entends des opinions partagées aussi parce que est-ce qu'on est juge et partie en même temps? Est-ce qu'on peut garantir vraiment l'éthicité d'un projet si on le juge nous-mêmes? Et j'ai trouvé ça intéressant, mais peut-être que vous, avec tous les gens que vous croisez, vous avez peut-être plus d'arguments là-dessus. Il n'y en a pas de solution simple. Les comités d'éthique, on le voit, là, c'est une solution qu'on a mis en place pour essayer de juger justement de toute la dimension éthique des projets scientifiques. Puis, il y a beaucoup de critiques à l'endroit de tout ça. Là, ça pose la question, qui siège sur ces comités d'éthique? Parce que ça leur donne aussi beaucoup de pouvoir. Qui siège sur ces comités d'éthique? Quels sont leurs pouvoirs? Au fond, on questionne la légitimité de ces personnes-là. Donc, de créer des comités d'éthique au sein des entreprises, je pense qu'on aurait les mêmes avantages. C'est sûr qu'on regroupe il y a un regard supplémentaire qui est externe aussi sur le projet. C'est intéressant. Mais on aurait des contraintes aussi, des critiques, des agacements, entre autres, de voir ces personnes-là qu'on ne connaît pas trop, qui observent ce qu'on fait et qui le critiquent. Donc, il y aurait ça. Je me réserverai d'en dire plus, le Carl. Sinon, on en jaserait des heures et des heures. D'ailleurs, on fait le tour
on parle. On parle beaucoup. Je regarde mon chrono. Je m'en irais vers une conclusion avec ça. Carl, c'est quoi qui t'attend? Qu'est-ce qui t'intéresse ces temps-ci? Est-ce qu'il y a un sujet là, qu'on a oublié d'aborder avec toi? Il y en a sûrement plusieurs, là, mais de quoi ça te tente de discourir maintenant là, avant de nous quitter? Déjà, sur les dernières années, à travailler sur comment est-ce que je peux intégrer l'éthique de l'IA, des données, des technologies dans un champ très appliqué comme la psychologie, ça m'a montré que aujourd'hui on est dans une phase où il y a des grandes déclarations, des grands principes, des grands textes, mais on n'a pas nécessairement d'idée de principe d'application. Comment est-ce qu'on met en place une sorte de courroie de transmission entre ces très grands textes et des domaines pratiques avec des besoins très spécifiques, ultra précis. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a amené à travailler avec Marc-Antoine Dirac et toute son équipe notamment. C'était d'essayer de comprendre et de regarder pour des champs comme la finance, la santé ou autres, comment est-ce qu'on peut essayer de faire une transition entre des grands textes comme la Déclaration de Montréal et des personnes, des professionnels qui ont des questions au quotidien qui sont parfois vraiment beaucoup plus terre à terre qu'un grand principe déclaratif qui est nécessaire, mais qui parfois doit être accompagné de mise en application, de suggestions, de sous-principes. Et en fait, toute cette dernière année, je l'ai passée notamment à travailler sur plusieurs projets dans ce sens. Et le dernier qu'on a pu faire et qui pour moi a été très enrichissant, c'était notamment, on a aidé à faire une délibération internationale pour l'UNESCO sur essayer de donner un regard citoyen international sur un projet qu'ils ont appelé la recommandation en éthique de l'IA pour les champs spécifiques de l'UNESCO, donc éducation, santé, communication, culture, et d'essayer de voir, en interrogeant des gens à travers le monde avec des stratégies de délibération citoyenne, est-ce qu'on est en mesure de faire ça? Donc il y avait toute l'équipe que je suis désolé, je vais citer, mais Pauline, Fatima, Camille, Vincent et j'en oublie, Lucia aussi. On a interrogé des gens à travers les différents continents pour voir c'est quoi vos représentations de l'éthique de l'IA. On leur a soumis des scénarios, on leur a soumis ensuite les propositions de l'UNESCO. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on se rend compte qu'on est encore dans une vision très experte en éthique de l'IA, où on n'est pas nécessairement encore toujours à l'aise ou capable d'intégrer des représentations de citoyens en disant les enjeux sont tellement techniques et complexes que des gens qui ne sont pas ultra formés vont peut-être pas comprendre ou vont peut-être pas pouvoir donner des choses super pertinentes à la conversation. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Et donc, participer à ce projet, pour nous, ça a été vraiment fascinant et c'était en lien avec le travail qui a été fait pour la Déclaration de Montréal. Puis donc, pour moi, pour un peu clôturer cette grosse année avec tous les événements qui nous ont tous touchés, mais je pars en Belgique le mois prochain pour travailler à l'Université libre de Bruxelles pour co-diriger et accompagner la création d'un centre IA pour le bien commun qui a été fait par l'Université libre de Bruxelles et son pendant flamand, le VUB, en partenariat avec la ville de Bruxelles, la région aussi. Et en fait, leur but, c'est de créer un centre très axé sur l'open source, très axé sur des utilisations pro-sociales de ces technologies, pas forcément un but lucratif, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces technologies en utilisant les ressources qui existent déjà dans les universités et en essayant de s'arrimer aussi avec des besoins pragmatiques, concrets, donc ça soit dans le transport, la santé. Et donc pour moi, c'est un moyen de faire une transition où je viens d'un milieu très spécialisé pour aller justement vers une structure et accompagner et créer une structure qui soit pour aider et accompagner des gens qui auraient des projets là-dessus. Et ce que j'espère apporter, c'est un alignement éthique assez fort, structuré, en s'appuyant sur des outils un peu comme ceux que j'ai pu voir et qui se développent maintenant à toute vitesse. Il y en a beaucoup en éthique de l'IA. C'est inspirant, Carl, déjà cette intention-là, la recherche, partir de la théorie, des concepts, des idéaux, essayer de redescendre ça là, sur le terrain, rendre ça plus pratique. L'éthique appliquée, je pense que c'est ça le défi, là, essayer de faire atterrir ça là, sur le terrain, transformer ça en outil pratique, appliqué. Je pense que c'est ça pour qu'éventuellement ça soit aussi utile aux citoyens, hein, pas juste à ceux qui font de la recherche, mais éventuellement à ceux qui pourraient bénéficier. Là, on a identifié toutes sortes de bienfaits de ces IA-là. Un jour, il faut que ça se rende jusqu'aux citoyens. Donc, départ en Belgique. Tu salueras nos cousins belges
là-bas. En respectant la distanciation sociale. C'est ça. Et, évidemment. Merci encore, Carl, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'était passionnant, captivant, c'était profond. Donc, sujet, le suicide, hein, sujet profond, apprentissage nécessaire aujourd'hui. Apprentissage profond, tiens, deep learning. Je savais qu'il y avait ça trottait dans ma tête. On aurait pu discuter des heures avec toi. Là, ça fait quand même déjà 1 heure qu'on discute. Merci d'être passé dans nos studios d'IA Café. Véritable plaisir de te recevoir avec nous. Merci à tous. Sauvez des vies. Restez chez vous. Puis on se voit au prochain épisode. Et d'ici là, peut-être, on rêve de moutons électriques. Allez, bye bye.